Ouais, alors la coopération, donc juste encore avec cet exemple de l'essaimage, donc elles vont trouver un nouveau nid, un nouvel endroit optimal pour ce projet de nidification, et elles vont être ensemble. Elles vont former une grappe, où elles vont monter la chaleur à son paroxysme pour aider les glandes ciliaires à exprimer la matière. Et tu vois, ça c'est ensemble qu'elles le font. Et de cette grappe, de cette unité, mais rapidement quand même à l'échelle des abeilles, mais c'est en quelques heures, hein, vont commencer à naître des petits rayons, tu vois, qui vont s'étendre et tout ça. Et après, on va les voir s'ouvrir, se décoller les unes des autres parce que, eh bien, à la place, on va voir ces rayons qui prennent cette place. Mais tout ça, cette architecture fait partie intégrante de la colonie. C'est le futur berceau, c'est le réceptacle, c'est le rempli pour communiquer, c'est leur squelette, et tout ça, c'est organique. Et aujourd'hui, en apiculture conventionnelle, on leur vole ça. Tu vois, on met des cires gaufrées dont on peut vraiment s'interroger sur la qualité et la nocivité possible. Les cires gaufrées, c'est quoi ça? Tu peux nous expliquer un peu l'histoire des cires gaufrées? C'est des cires d'abeilles qui sont récupérées par des coopératives, qui sont refondues ensemble. Mais le projet, les cires contiennent, et c'est à ça aussi qu'elles servent et qu'on les utilise, conservent les matières qu'elles protègent. Alors bonnes ou mauvaises. Donc ça peut être, tu vois, ça peut être des chimies, de la chimie des hommes, avec des effets cocktails qu'on peut imaginer. Et puis pour se rendre encore plus service, l'homme, lui, il va même rajouter du pétrole pour qu'elle soit travaillable, ces cires, tu vois. C'est sympa. C'est ça, il leur donne à manger? Ah non, on leur donne pas à manger, on leur donne comme habitat. Avec une disposition géométrique que l'homme a contraint, que l'homme a choisi, que les abeilles n'auraient pas choisi de cette façon. Si tu observes un nid naturel, et ça va être comme dans les paniers, comme dans les ruchetrons, ça va être une rosace, ça va être absolument magnifique. Et là-dedans, tu auras un taux d'hygrométrie, une température qui sera idéale parce qu'elle sera organisée, travaillée par les abeilles elles-mêmes, exactement comme elles le font depuis des milliers d'années, grâce à leur faculté d'adaptation. Là, aujourd'hui, l'homme, il contraint tout, tu vois, même ça. Et pour finir sur la cire, les espacements, pour moi, c'est vraiment trop large, hein, ce que l'homme fait. Là, ici, ce sont les abeilles qu'on choisit. Hein. Et aussi, dans les cires gaufrées, eh bien, tu vois l'hexagone des alvéoles, eh bien, la taille que l'homme va indiquer est supérieure à celle que les abeilles feraient. Ah oui, parce que là, tout est... Ah ouais, ok. Tu vois, tout est contraint selon le paradigme humain. C'est juste histoire de leur faire gagner du temps, en pensant leur faire gagner du temps. Regardez, vous avez déjà vos alvéoles qui sont faites, tout ça. Alors, les abeilles vont effectivement tirer ces cires, mais dans l'absolu, on va leur voler des choses qui sont identitaires, qui sont fondamentales à leur bien-être. Exprimer de la cire, c'est comme une maman que tu préférerais d'allaiter, quoi. Alors, pour moi. J'allais te demander justement s'il n'y avait pas une comparaison à faire avec un mode de fonctionnement humain, du coup, tellement que c'est sadique un peu de faire ça. Je sais pas si c'est sadique, je vais pas poser de jugement. En tout cas, j'ai pas envie de faire comme ça c'est sûr. Oui. Parce qu'elles sont faites pour ça. Pourquoi faire autrement, je ne comprends pas. Alors oui, c'est sur un modèle productiviste. L'homme gagne du temps, comme tu dis, mais pour moi, c'est une erreur. Enfin, aujourd'hui, c'en est une. Dans l'instant, mais... Alors, je juge pas parce que tu vois, il y a des gens qui vivent de ce métier, produire des abeilles pour produire du miel. Mais ça reste de l'exploitation animale. D'accord ? Moi, l'approche de l'apiculture naturelle et celle que je dispense, elle est dans l'accompagnement, pas l'exploitation animale. Donc l'obligation de résultat, comme je te l'ai dit, c'est pas d'avoir du miel. Après, on peut on peut quand même en avoir un petit peu en conscience. Si tu as une super saison, une super mielée de printemps par exemple, et tu peux faire une petite récolte de 3-4 kilos qui est pas du tout invasive. Du coup, ça serait plus un modèle juste pour famille en fait, c'est pas un modèle commercial. Ah non, voilà, c'est ça. C'est plus à l'échelle familiale. Oui. Alors après, il y a des gens qui viennent vers moi avec une envie de produire des produits différents, et je dirais que oui.
c'est quand même possible en apiculture naturelle, mais ça se vendrait extrêmement cher. Et il faudrait trouver des gens qui mettraient ce prix pour, et déontologiquement, c'est nul. Enfin, moi, je partage pas l'idée, quoi. Alors que là, ben, t'as envie d'apprendre des abeilles, t'as envie de partager, de te connecter à la nature. Et puis, éventuellement, si c'est possible, et en conscience, tu sais pourquoi, avoir une petite récolte de miel, mais ce sera jamais sur chaque ruche. Hein, ça, voilà, là encore, c'est un équilibre. Eh bien, oui, c'est possible. Mais tu sais pourquoi. Et c'est pas un modèle commercial. Quoi. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Enfin, pas comme moi je l'envisage. Parce que aujourd'hui, les apiculteurs, ils vont te dire, moi je comprends pas, moi j'ai fait 120 kilos cet été. Oui. Ah ouais. Alors déjà, je comprends pas qu'on puisse avoir une sorte de, tu sais, de panthéon du celui qui a fait le plus, c'est celui qui gagne. Parce que derrière, ça sous-entend, mais tu les as nourris à quoi? C'est du vrai nectar, ce que dispense la nature, les fleurs, ou c'est du miel, de la saccharose pourrie, enfin pardon, du sucre qu'ils vont devoir invertir et se rendre malade et avoir une vie plus courte parce que cet organisme il a été poussé à son paroxysme. C'est toutes ces questions-là qui sont de l'éthique pure que pose là une réflexion d'accompagnement de la nature. Mais après, on peut la voir, je te dirais, avec tous les animaux, toutes les formes d'élevage, quelles qu'ils soient. Hein. Avec la permaculture tout court, des maraîchages, tout ça aussi. Par exemple, dans l'agriculture conventionnelle, on peut aussi une agriculture pérenne, on va dire. On va avoir quelques connaissances là-dessus, sur les sols, on retourne en permanence dans la nature, comme ça, donc on trouve un peu de modèle. Oui, c'est tout ça. Donc, c'est aussi ça, cette réflexion, cette connexion, c'est ouvrir le débat, arrêter d'être naïf, être conscient. Et puis filer entre potes à l'occasion un petit peu de miel, c'est tout. Quoi. Donc, moi oui, c'est du cadeau. Hein. Commercialement, il n'y en a pas. Y a pas de déontologiquement, nous, on ne vend pas d'abeilles. Toi, c'est la formation qui te rémunère un peu, qui te fait vivre, tout ça. Non, même pas. Même pas. Non. Non, par contre, c'est de l'échange humain, puis c'est une action de conservation de l'abeille. Nous, il y a dans l'assaut, là, Piste Natura, l'assaut qu'on a monté, eh bien, je te dis, on ne vend pas de miel, on ne vend pas d'abeilles. Aujourd'hui, un essaim d'abeilles, ça se vend 150 €. Alors qu'on parle d'un animal en déclin, un animal en danger. Là, ça me pose une question éthique. Je sais pas. Alors qu'on sait aussi que l'humain, dans les grandes erreurs qu'il a fait, à mon sens, c'est sa pression génétique. Le fait qu'il a créé des abeilles mutantes. C'est un risque aussi pour tu vois, et du coup, c'est un clic sur Internet, et puis tu as une abeille qui vient d'Italie, qui n'est pas du tout adaptée à la faune, la flore ici, les vents, l'hivernage, etc. Enfin, toute la réalité du territoire. Alors que, paradoxalement, on a une abeille locale, écotype local, qui a une super rusticité, qui n'est pas du tout agressive comme le prétendent chacun, certaines personnes. En tout cas, moi, je ne trouve pas du tout agressive, et qui sont super adaptées, et qui, là encore, tu parlais d'un modèle qui nous apprend des choses. C'est fou, quoi, tout ce qu'elles nous apprennent, dès lors qu'on accepte d'observer et qu'on accepte de leur faire confiance. Moi, je vois, depuis plusieurs années, par exemple, des abeilles qui, du coup, mutent. Parce que Mute, c'est-à-dire se changent génétiquement, parce que on a, par exemple, quelqu'un qui vient, qui met un petit rucher à moins de 3 bornes de 10 colonies d'abeilles non locales, plutôt blondes, tu vois. Donc à un moment donné, elles se reproduisent, elles se croisent, il y a des vols nuptiaux, etc., des vols de fécondation. T'as aucun contrôle sur ce genre de choses. Ouais, t'as aucun contrôle, c'est vrai, mais malgré tout, dans des espaces où tu fais, t'as cette approche d'avoir une conservation de notre abeille à l'écotype local, tu vois que même si une année, t'as gagné en blondeur, tu vois, c'est-à-dire qu'elles sont devenues, tu vois, avec au niveau de l'abdomen des petites stries plutôt jaunes du haut vers le bas. Okay. Eh bien, ça n'en reste pas.
la rusticité et l'adaptation, quand il y a beaucoup de noirs, bah, contrebalance cette génétique. Et finalement, ce qui doit être sauvé et qui est utile à l'unité et à la colonie, bah, continue d'exister. C'est quoi l'histoire des couleurs là Bah, c'est un exemple de génétique. Parce que les abeilles les nôtres, elles sont noires. Tu vois, elles sont plus noires. Okay. Et tu vois qu'il y a un changement, ils ont plus de jaune. Bah, oui, parfois. Parce que elles vont se reproduire. À l'intérieur d'une colonie même, tu as des sœurs, mais tu as surtout des demi-sœurs. Et des super sœurs aussi. Bref. Mais tout ça, c'est une famille, parce que t'as la mère qui donne une odeur et une unité à cette colonie. Mais c'est toutes ces différences qui font la force mais du coup, d'une colonie. Est-ce que justement, elles ne se rendent pas compte que le fait d'avoir été avec des abeilles qui ne sont pas super locales, qui vont, je sais pas, génétiquement être pas top, et du coup, ces abeilles-là vont un peu dégager Je sais pas s'il y a une conscience de ça. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que quand ça passe pas, parce qu'on a une génétique qui est trop pauvre, et ben, la colonie décline. Et puis quand il y a une belle mixité, quand il y a des talents, des caractères qui sont à l'avantage de la colonie, ben on gagne en résilience et finalement j'ai très peu de pertes moi d'abeilles parce que déjà j'ai peu d'interventions qui pour moi n'ont pas de sens, donc très peu de dérangements. Donc c'est juste un accompagnement. Je leur vole pas leur miel, donc elles hibernent sur leur miel. Hein. Ça aussi c'est fondamental. C'est comme si, oui, toujours. Alors tu as raison de dire au chaud parce que le miel, c'est effectivement une nourriture, mais c'est aussi énormément un isolant thermique. Hein. Et elles logent sur une cloche de miel. Hein. Ça c'est fondamental. Si tu leur laisses rien, c'est dingue. C'est comme si je t'enlevais tes draps pour dormir, ta couette et tout. Enfin, c'est une image. Mais c'est hallucinant. On en est arrivé aujourd'hui d'une incompréhension totale du modèle originel. On s'en est écarté de façon folle, alors que c'est fondamental justement d'aller retourner vers ce sauvage. Et donc c'est aussi ça, cette démarche, elle est conservatoire. C'est vraiment on va dire pas un combat, mais... Bah si, c'en est un peu un, oui. Quand même, ouais. Même si j'aime pas le mot combat, parce que la lutte, est toujours à perte, hein, je crois. Bon, c'est ce pourquoi tu vibres qui te plaît vraiment. Ouais. Alors tu sais, il y en a des nouveaux des combats là, et encore merci l'homme, parce que encore des fillettes là. Il y a l'arrivée, alors il y a eu Varroa, tu vois, l'acarien, donc qui fait que maintenant tout le monde traite chimiquement ses ruches, hein, alors que ça fait 40 ans qu'on les traite. C'est 40 ans que le problème existe, mais on ne se pose pas la question de tiens, pourquoi ça marche pas. Bref. Et puis il y a aujourd'hui le frelon asiatique, et qui donc là aussi merci la mondialisation. Hein. Et donc ce super prédateur arrive dans une nature qui crée un déséquilibre puisque nos abeilles ne connaissaient pas ce prédateur. Alors on voit qu'elles s'organisent, hein, et la nature, j'en suis sûre, a ses réponses. Mais est-ce que ce sera à l'échelle de mon vivant? Je crois pas. Non. Les abeilles, elles sont bien plus vieilles que nous. Elles sont extrêmement performantes, elles sont extrêmement autonomes. Tu parlais des messages et des leçons à prendre. Il y en a une quantité infinie de leçons à prendre. Mais de tous les organismes vivants, dès lors qu'on s'y intéresse vraiment. Je pense aussi. Du coup, pour finir, tout simplement, si tu peux nous parler un peu de ton association aussi, si tu as envie d'en parler un petit peu. Oui, alors l'association... T'as un blog, hein, je crois. C'est pas un site, c'est un blog. Hein. C'est un blog. Okay. apisnatura.blogspot.fr. De toute façon, je le mettrai en bas de la vidéo. Et bien l'assaut, alors il y a dans ce jardin, ce rucher jardin, on fait les formations. Il y a 3 types de formations. Donc l'initiation à l'apiculture naturelle, où là on va vraiment voir la biologie, le cycle de la vie
de l'abeille, l'interdépendance à son écosystème, ses besoins. Et puis on va faire un focus sur la ruche varée, qui est une ruche qui est quand même bien sympa pour démarrer. Et puis il y aura toute une visite du jardin. Enfin, c'est une journée complète et bien dense. Et puis il y a une autre formation qui est fabriquer sa ruche varée en bois, en Douglas. Il y a une autre formation qui est vanner sa ruche depuis des fibres qu'on trouve dans la nature. Voilà, donc les gens viennent et apprennent. Là encore, c'est une immersion, une connexion à la nature. Ils apprennent à vanner soit une ruche, il y a plusieurs formes. On a tout dans la nature. Voilà. Et puis, ou un cueil essaim, ce qui peut être super pour même des gens qui ont. C'est absolument magique, hein, comme elles aiment ça, la vannerie, les abeilles. D'ailleurs, avant, énormément, enfin tous les apiculteurs étaient vanniers, quoi. Parce que c'était bien plus simple d'avoir des ruches vannées avec une géométrie, une respiration, une isolation qui était qui était top aussi pour le bien-être de l'abeille. C'était bien plus simple. Ça c'est la forme ronde, c'est génial. Hein. Ouais. Donc là, il n'y a pas d'angle mort où peuvent se loger des parasites, des moisissures, etc. Au niveau des conditions de gestion, de l'humidité de l'air, etc. C'est formidable. Donc tout ça, c'était bien plus simple de vanner que de creuser un arbre ou de trouver un arbre creux. C'était vraiment des gestes très simples. D'ailleurs, c'est un geste premier, hein, la vannerie spiralée, donc, qui a permis aux hommes de fabriquer des outils qui ont assuré leur survie. Donc on a tout ça en nous, donc c'est élémentaire, c'est extrêmement simple. Et se redécouvrir et prendre plaisir. Parce que comme c'est un ouvrage qui est assez long, c'est quasi méditatif, tu vois, de faire une ruche. Et c'est un vrai plaisir. Tu te dis que tu travailles avec la nature, dans sa saisonnalité, dans le respect des matières, des fibres. Et ouais, pas du tout. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment rassérénant. Ça aussi, c'est un vrai plaisir. Alors, il y a ça. Il y a aussi des animations, puisqu'on a un autre rucher dans le parc de Gros-Ménil où il y a un jardin démonstratif. Donc là, c'est à Saint-Romain. Ça, c'est gratuit. Donc, 7 animations à l'année autour de la vie des abeilles, de la biodiversité. On lutte contre l'usage de produits phytosanitaires. Donc, on explique comment les insectes sont nos amis, notamment. Voilà, tous. Et puis, il y a un réseau qui est vraiment important pour nous parce que c'est un réseau d'entraide. C'est à l'échelle nationale, là, tu parles? Alors non, c'est toujours... alors ça peut être national si j'ai des gens qui viennent de partout. Mais bon, là c'est plutôt normand jusqu'à... Mais ça s'étend un peu quand même. Entre Le Havre et Rouen. Donc je fais une carte et ceux qui veulent sont mis sur une carte. On explique quel type de ruche ils ont, combien ils en ont. S'ils ont envie ou non de... s'ils disent oui, c'est qu'ils ont envie de partager. Alors qu'est-ce qu'on partage? Par exemple, les essaims surnuméraires. Tu as 3 colonies, des fois c'est complètement, c'est pas une bonne idée d'en avoir trop. Donc, comme on va accompagner l'essaimage naturel, eh bien, on va avoir un essaim. On appelle le gars qui habite à 3 km, tiens, j'ai un essaim, ça t'intéresse? Le gars vient cueillir l'essaim. Et ensemble, on protège nos abeilles qui ont gagné en résilience. On réfléchit à la densité du nombre d'abeilles sur un même territoire ensemble. Et puis, c'est aussi s'aider quand on démarre, quoi. J'ai peur de faire. Est-ce que toi, tu as un peu de pratique, on fait ensemble? S'entraider. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est vraiment que normand. Il n'y a pas des petits pôles comme ça à droite à gauche. Ah non, mais ça se veut pas que normand, ça se veut, mais parce que les gens qui viennent me voir, il y a quand même une majorité de gens qui sont du coin, hein, jusqu'à Rouen, Caen, Fécamp. Mais il y a plus loin, j'ai des Parisiens, des gens de la Somme, des gens du Nord. Parce que l'apiculture naturelle, malgré tout, n'est pas tant que ça à la dispenser. Et peut-être on a des approches différentes, donc les gens viennent cueillir ce qu'ils ont envie et besoin, mais chez chacun. Et puis ce qu'il y a aussi qu'on remarque, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie juste d'avoir, et ça c'est super important, des ruches dites de biodiversité, c'est-à-dire des espaces, des nichoirs, quoi, des ruches conservatoires. Il n'y a pas d'histoire de miel. Non, pas du tout, tu vois. Il y a une super femme qui s'appelle Céline Locqueville, qui est extraordinaire, près de Poitiers, qui a un site qui s'appelle Les Petites Ruches, qui disait lors d'une journée qu'on avait vécue ensemble,
t'as une ruche de biodiversité, tu prends pas de miel, et ouais, c'est ton droit, c'est même, c'est super. Et elle répondait aux gens qui disaient ça, mais c'est vachement bizarre quoi, t'as une ruche, tu prends pas de miel. Elle leur disait, mais vous mettez des nichoirs à mésange et vous faites pas d'omelette. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pareil. On a vraiment été habitués que abeilles, production de miel. Voilà, on est complètement culturellement, c'est déconnecté, hors réalité. Et du coup, pour continuer et prétendre sauvegarder nos abeilles, on en arrive à une artificialisation totale, alors qu'on pourrait repenser le modèle. Justement. Et puis, t'as un petit mot pour finir. Je sais pas, t'as envie de dire quelque chose sur. Je sais pas. Moi, les abeilles, pour résumer et recoller à ça, elles m'ont guéri du moment où je croyais qu'il y avait plus de bonté, de beauté dans ce monde et que l'humain était un pervers polymorphe qui ruinait tout ce qui touchait. Et non, heureusement non. Il y a plein de beauté et de bonté dans ce monde. Il y a plein de gens que je croise grâce aux abeilles qui font plein d'initiatives magnifiques et qui sont pleins d'humilité et qui donnent à partager, qui sont heureux, sains et ça fait du bien de voir toutes ces belles initiatives. Donc merci aux abeilles pour ça aussi. Donc merci aux abeilles. Ouais, merci aux abeilles. Et puis merci à toi. Mais merci à la vie. Okay. Tout est interconnecté. Merci Peggy.